Cette histoire commence début 2024. Je suis tranquillement posé au taf devant le PC et à ce moment-là, j'ai deux réflexions qui me viennent. La première, c'est que je me fais chier et la deuxième, c'est que je me dis qu'il est peut-être temps de commencer une quête principale. Je vous explique. 1 an plus tôt, je viens tout juste de déménager en Espagne, je sors à peine de mes études en informatique et je pense pouvoir me trouver un travail dans le développement de jeux vidéo. Quelle erreur. Je vous avoue, être payé à créer des jeux, c'est mon rêve, mais malheureusement, côté taf, c'est saturé et les quelques places disponibles sont évidemment pour les anciens qui, eux, ont de l'expérience. Tout ça, c'est bien, mais j'ai quand même besoin d'une situation stable et je me rabats donc sur mon second choix. Trouver un taf normal, quelque chose de suffisant pour vivre et peut-être que plus tard, je trouverai mon bonheur. 1 an plus tard, donc début 2024, je constate l'échec de cet objectif, et je vous avoue que profiter du soleil, des plages et me bourrer la gueule c'est bien, hein, mais ça va pas faire de moi quelqu'un de financièrement indépendant. La réflexion est donc la suivante, puisque personne veut m'embaucher pour créer des jeux, il est peut-être temps de mettre en pratique ce que je sais et créer moi-même, pièce par pièce, le mien. Ça, c'est la quête principale dont j'avais besoin. Bon, je réalise bien l'ampleur de la tâche, hein. Il s'agit pas là d'un bête projet comme j'ai pu faire pendant mes études, mais bien d'un jeu complet auquel vous pourrez tous jouer. Ça va bien plus loin que de simplement coder, mais bon, vous savez quoi, de toute façon, faut bien se lancer à un moment. Cette vidéo va donc vous expliquer comment j'ai réalisé tout ça, par quelles étapes je suis passé, les galères que j'ai pu rencontrer, et croyez-moi, il y en a eu. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo. 1 an pour créer un jeu à succès. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas l'intention de révolutionner le jeu vidéo. Le but, c'est de conceptualiser quelque chose de faisable pour un développeur solo, et en vrai, la meilleure chose à faire pour commencer l'étape concept, c'est de trouver des références. Bon, déjà, avant même de parler références, déjà quel style de jeu d'abord? Si je me base sur ce que j'aimerais faire le plus, ça donne un truc comme ça. Très bien, la question du coup c'est est-ce qu'il y a sur le marché des jeux indés un développeur solo qui a fait un RPG? Alors, oui. Tunic, RPG exceptionnel. Créé par Andrew Schuldice, un mec tout seul, c'est un chef-d'œuvre. Je vous avoue que rien que de le voir, j'ai envie d'en parler pendant 1 heure. Mais je le ferai pas pour 2 raisons. Nous, on veut juste évaluer la possibilité du truc, RPG, développeur solo, bref, il y a tout. Et de toute façon, il y a déjà une vidéo qui en parle très bien, alors allez checker. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est combien de temps il a fallu pour développer un jeu comme Tunic. 7 ans. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. La map est vaste, il y a des tas de créatures et de mécaniques différentes, des boss. On n'aurait même pas besoin de parler développement. Vous vous rendez compte de l'histoire qu'il y a dans le jeu? Et ça, c'est un truc qu'il faut créer. Moi aussi, si je fais un RPG, je vais devoir créer une histoire. Et c'est putain de long. Et j'ai qu'1 an. La mission est trop longue. Ça vaut pas le coup de s'embêter, donc next. Ok, jeu de survie, ça c'est déjà plus réaliste. Muck est un jeu de survie assez marrant, créé par un youtubeur norvégien qui s'appelle Danny, qui est très connu, mais il y a un problème. C'est personnel, mais un jeu de survie en 1 an, c'est pas raccord avec mes ambitions. Qu'on soit très clair, lui il a fait un truc quali de fou, mais c'est pas dans le même registre que ce que je veux faire. En gros, lui il a créé un jeu de survie parce qu'on lui a lancé le défi de le faire. Et ses formats exigent quand même qu'il se limite un peu, parce que c'est pas le truc sur lequel il investit le plus. Alors que moi, au contraire, il s'agit d'un truc plus personnel. Je veux quelque chose qui me correspond, et moi, ma référence dans le domaine, c'est plutôt Ark. Et alors bon, si vous connaissez pas le jeu, sachez que le contenu, il est immense. Et perso, si je fais un jeu de survie, c'est sur cet aspect que je voudrais miser. La quantité de contenu. Très grande map, beaucoup de boss, d'items, de créatures, et je pense pas avoir le temps de tout faire. Donc jeu de survie, techniquement possible, mais faire ça en 1 an, ouais, je suis pas sûr d'être satisfait du résultat. Moi donc se rabattre sur mon dernier choix. Un party game. Et là, les choses deviennent tout de suite plus simples. Il s'agit plus trop de faire face à des contraintes, mais plutôt des gros avantages en fait. Alors les party games, c'est tous les jeux à faire entre potes. Les exemples connus sont Pumel Party, Overcooked ou Gang Beast par exemple. Et la force de ces jeux, c'est que déjà, la boucle de gameplay est courte. Ici, il est plus vraiment question de se concentrer sur la longévité du jeu en lui-même, mais plus de créer une expérience où il est facile de cliquer sur le bouton rejouer. Bon, l'exercice reste quand même difficile, dans le sens où il faut vraiment se concentrer sur la création d'une expérience fun. Mais l'avantage, c'est que une fois que la formule est trouvée, l'implémentation, elle est plutôt rapide. Je vais donc me concentrer 1 bon mois et demi sur la création d'un concept fun, et voici à l'issue de tout ça ce que j'ai trouvé. Bon, je vais quand même créer un jeu tout public. Et qui dit tout public dit facile à prendre en main. Un jeu où la réflexion est plus importante que les mécaniques. Comme bon exemple, il y a Among Us. Il est super facile à prendre en main, parce que tout repose sur le cerveau et pas vraiment le clavier. Bon, ok, est-ce que vous connaissez le concept d'un Capture the Flag? Très simple, ça consiste en plusieurs équipes, chaque équipe a un drapeau dans sa base, et le but c'est d'aller péter celui des autres.
Côté prise en main, c'est le top. Premièrement parce que l'objectif est super simple à comprendre. Si tu vois l'ennemi avec ton drapeau, bah tu dois l'empêcher de le ramener, et si c'est toi qui as le leur, tu dois le ramener chez toi. Et deuxièmement parce que la quantité d'objectifs est réduite. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah avec ce concept, je peux faire un jeu où il n'y a pas besoin de se tuer. Et s'il n'y a pas besoin de se tuer, vous avez aucun autre objectif que le drapeau, et toute la stratégie qui tourne autour de sa capture. Et là vous allez me dire, oui, alors il y a des jeux où il faut se tuer, il y a quand même de la stratégie. Genre la plupart des FPS par exemple. Sauf que quand vous démarrez un FPS, vous allez d'abord consacrer beaucoup de temps à viser correctement. Et en attendant, la stratégie balèque un peu. Je veux débarrasser le plus possible les joueurs de cet aspect. Donc j'ai pris le concept de base d'un Capture the Flag, j'ai diminué au max le PVP et augmenté le côté réflexion. Et voici ce que ça donne. 4 équipes de 2 joueurs. Une phase jour, une phase nuit. Pendant la phase de nuit, les joueurs explorent la map. Alors pourquoi? Parce que un ou plusieurs drapeaux vont spawn à des endroits aléatoires, et le but pendant la nuit, c'est de préparer sa stratégie avec son coéquipier. Parce que pendant la nuit, tout le monde est invisible. Et tout le monde devient visible à la fin du décompte. Alors du coup, la nuit, on pourra setup différentes embuscades grâce aux différents buissons répartis sur la map, ainsi que poser des pièges, etc. Alors pendant le jour, vous allez pouvoir faire plusieurs trucs. Par exemple, si vous approchez d'un joueur qui porte un drapeau, vous pourrez le stun, ce qui va faire drop le drapeau. Ça marche que sur les joueurs qui portent, pas les autres. Alors vous aurez aussi des spells, je vous en donne 4, mais le but après c'est vraiment d'en faire des classes. Un spell pour stun, cette fois-ci n'importe qui à distance, porteur de drapeau ou joueur lambda, faut juste bien viser. Un spell pour attraper le drapeau à distance, pareil, faut juste pas rater son tir. Un spell pour courir plus vite, et un flash. Genre sur la map il y aura des obstacles, et soit vous empruntez les passages naturels, soit vous flashez à travers, tout simplement. Alors pourquoi être deux? C'est tout simple, le porteur de drapeau il se fatigue au bout d'un moment, et le but c'est de se le passer de main en main, et comme ça oblige un peu les joueurs à se coordonner. Vous pourrez faire des combos aussi avec vos spells. Alors les spells, vous en récupérez qu'un seul pendant la phase jour, mais c'est pas très grave en vrai, parce qu'elle dure pas longtemps. À la fin de la journée, si vous portez un drapeau, vous allez vous faire stun et vous allez le drop. En gros, le but c'est d'alterner entre les phases de préparation et de combat. Vous gagnez la game si vous ramenez 5 drapeaux chez vous, mais les autres équipes auront la possibilité de saboter votre progression en s'infiltrant à votre base. Bon, vous inquiétez pas, si vous les attrapez, vous aurez une immunité, et comme ça vous pourrez jouer tranquillement pendant un petit moment. Voilà, je pense que c'est un concept qui est plutôt facile à prendre en main, parce que la seule chose qui est réellement mécanique, c'est de tirer son unique sort dans la bonne direction et de pas le rater. Le reste, surtout après, c'est du positionnement et de la stratégie. Après, je souhaite quand même que les plus tryharders d'entre vous puissent trouver leur bonheur. Pour ça, je vais intégrer des petites mécaniques qui permettent d'être plus efficaces. Bon, ça, je vous en parlerai pendant la création. Parce que bon, faut aussi que je vous parle de toute la partie technique et ergonomique. Il y a pas mal de choses à implémenter à l'aide. Déjà, pour commencer, un système de lobby, public et privé, pour pouvoir se grouper avec des potes. Un chat vocal pour la com. Un chat écrit avec un mode équipe, public, etc. Et puis, des emotes, des tags au sol. Bref, tout ce qui fait passer un jeu d'un petit projet à une expérience complète. La direction artistique, je vous en ai pas parlé, parce que normalement c'est après. Mais bon, c'est pète couille de coder toute la journée, donc si on peut varier un peu les activités, c'est pas mal. Vous me verrez faire un peu des deux pendant cette vidéo. Allez, maintenant au travail. Bon, il est temps de coder. Cette partie de la vidéo va parler de sujets plutôt techniques, mais j'ai essayé de tout simplifier afin de rendre la vidéo tout public. Cela dit, avant de passer à la suite, j'aimerais quand même faire un disclaimer. Je suis vraiment pas un pro. Tous les process par lesquels je suis passé ne sont pas forcément les meilleurs. Moi, je me contenterai de vous expliquer les choses telles que je les ai faites. Aussi, pour la lisibilité de la vidéo, j'éviterai au maximum les formulations du genre « Alors, voici comment je pense qu'il faudrait faire », parce que je trouve ça trop chiant à entendre à la longue. Ça veut dire que vous entendrez quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui, mais ne le prenez pas comme une vérité. C'est simplement pour rendre la vidéo plus dynamique. Au passage, pareil, alors mon analyse sur la création d'un bon concept ne vient pas non plus d'un professionnel, et bon, c'est juste que j'ai arrêté de me laver il y a quelques années, donc du coup, j'ai pas mal d'XP dans les jeux de manière générale. Avec le temps, je sais reconnaître certains critères. Bienvenue dans le grand bain. Le bain à base de lignes de code, de bugs et de modélisation foireuse. Cette aventure annonce pas mal de galères, c'est important de rester solide, y a rien d'insurmontable. Bref, il est temps de choisir sur quel moteur graphique on va réaliser tout ça. Et je vous avoue que le choix est pas compliqué, il y en a un que je connais, un que j'ai jamais touché. Pas question de se compliquer la vie. En plus, Unity est un très bon moteur pour tout ce qui est projet solo, comme le mien. Tout simplement parce qu'il faut tout faire soi-même, et c'est très bien pour apprendre déjà. Et qui dit faire soi-même, dit aller dans le détail. Pour ceux qui connaissent un peu Unity, vous savez que normalement il y a un asset store avec tout un tas de trucs déjà faits. Mais mon but c'est vraiment de pas l'utiliser. Et avant de passer à la suite, il faut déjà faire un choix sur la publication du jeu en vrai. En gros Steam, Epic Games ou une plateforme custom. Pourquoi? Ok, très simple. Comme mon jeu est multijoueur, je peux très bien le coder et l'envoyer sur des serveurs que j'ai loués. Mais si à la fin, je change d'avis, je veux arrêter de payer des serveurs et je veux utiliser un système gratuit, comme le peer-to-peer de Steam par exemple, va falloir recommencer le multi de zéro. Et je peux vous assurer que vous voulez pas recommencer le multi de zéro. Vraiment pas. C'est un motif de dépression. Ah non, vraiment, non. De toute façon, ça me paraît assez logique de partir sur Steam parce que tout est simple pour vous après. Pas pour moi, certes, mais bon.
c'est un peu bizarre de se dire que là, il y a rien et qu'il va falloir transformer ça en quelque chose de complètement différent. Bon, ok. La première étape, c'est de créer notre personnage et de le faire bouger. On commence donc par ajouter un terrain sur lequel il pourra marcher, et là, je peux rajouter le perso. Pour l'instant, une capsule fera l'affaire. On la positionne sur le terrain et on attache la caméra juste ici, sur le joueur. Le jeu, alors, il sera uniquement en vue du dessus, parce que le but, c'est d'utiliser la souris pour interagir avec l'environnement. Et le terrain restera plat, en fait. Pas de relief, donc les mouvements, ça rend les choses vraiment simples. Les mouvements, du coup, on crée un script qui gère la position X et Z du joueur avec les touches, et hop, le perso bouge. Et c'est vraiment dégueulasse comme façon de bouger, donc du coup on va immédiatement rajouter quelques trucs pour rendre ça plus joli. Premièrement, j'aimerais que le personnage s'écarte un petit peu du centre de la vue quand il bouge dans une direction. Pour ça, on crée un script qui envoie la caméra légèrement dans le sens opposé de là où se déplace le personnage. Et pour éviter que la caméra se barre à l'infini, on va créer une fonction qui va la ralentir légèrement quand elle s'éloigne trop. On code tout ça et voici le résultat. J'ai réglé aussi un problème qui faisait que le personnage se déplaçait plus vite en diagonale que vers l'avant ou vers la gauche par exemple. Bon, de base, quand on appuie sur une touche, on applique une force qui fait bouger le personnage dans la direction voulue. Une force qui vaut 1. Et si on appuie sur 2 touches en même temps, déjà c'est ça qui va créer la diagonale et ça fait aussi que ça déplace le personnage plus vite. Pour régler le problème, on utilise le théorème de Pythagore. Bon, parce que pour faire simple, il permet de calculer de combien il faut réduire les deux forces quand on appuie sur 2 touches en même temps pour que l'addition des deux vale 1. Bon, c'est de la théorie, dans la pratique, Unity intègre une fonction qui fait le calcul à notre place. Et maintenant qu'on a des jolis mouvements, on peut rajouter les premières interactions. Ok, maintenant on veut pouvoir récupérer un objet. Dans le cas de notre jeu, un drapeau, et on veut pouvoir le récupérer quand on clique dessus. Bon, là j'ai mis un vieux cube en attendant. Et vous savez quoi, c'est pas que je veux griller des étapes, mais en vrai, vaut mieux intégrer le multijoueur maintenant. Bon, là actuellement le jeu est 100% solo, J'ai vraiment rien mis pour que ça fonctionne avec d'autres joueurs. Et le truc, c'est que si je commence à créer des fonctionnalités sur un jeu solo, après ça va être vraiment plus chiant de les rendre multi. Alors que si j'ajoute le multi maintenant, je peux faire les trucs petit à petit et ça fonctionnera direct. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu, je vais le sortir sur Steam. Donc la première étape, c'est d'aller sur Steamworks, qui est la plateforme pour les développeurs. On crée un compte, on passe la putain de vérification d'identité, et on clique sur créer une nouvelle application. Et donc, ah oui quand même. Bon, une fois que c'est fait, on peut récupérer un identifiant unique qui fait en sorte que Steam reconnaît notre jeu sur Unity. Et la deuxième étape, c'est d'ajouter Steam au jeu. Et en vrai, je vous ai dit que j'utiliserais pas l'asset store de Unity, mais j'ai menti. On a besoin au moins pour choisir un support sur lequel on va développer le multi. Alors, dans le cas de Steam, je vais utiliser ce truc. Et d'ailleurs, stop, s'il vous plaît. Bon, c'est cher, mais franchement, ça vaut le coup. Le truc que je viens d'acheter, c'est un wrapper. Je vous parlerai de ce que c'est juste après, mais d'abord, je dois vous expliquer un truc. En gros, si je veux que le jeu fonctionne avec Steam, je dois utiliser leur API. Alors, un API, c'est un programme qui permet d'interagir avec un autre. Dans notre cas, là, il va s'occuper de communiquer avec Steam. Il va me fournir des fonctions qui me permettent par exemple de créer ou rechercher un lobby, récupérer les pseudos des gens, leurs photos de profil, bref, tout ce dont j'ai besoin pour que le jeu fonctionne avec finalement. Sauf qu'en vrai, on va pas se mentir, l'API de Steam, il est infect. En gros, si un API de base, c'est censé être facile d'utilisation, alors celui de Steam, il a pour but de vous envoyer en dépression. Pour illustrer, c'est un petit peu comme s'il nous fournissait un outil qui nous dit « Ok, bon, tu veux tracer une ligne, alors avec notre API, tu dois récupérer les coordonnées de chaque pixel. Et seulement après, tu peux changer leur couleur. » Ce qui est ultra pète couille. Et c'est là que le truc que j'ai payé 73 balles intervient. Un wrapper, c'est un outil qui va regrouper plusieurs fonctionnalités en une seule. Si on revient à l'exemple d'avant, en gros, cette fois-ci, au lieu de récupérer les coordonnées de chaque pixel, on n'a plus qu'à donner celui de départ et celui de fin, et il tracera la ligne à notre place. Bon, c'est qu'un exemple, mais ça rend les choses vraiment plus simples, je vous assure. Ok, pour le networking lui-même, c'est-à-dire la synchronisation des joueurs entre eux, je vais utiliser Fishnet. Et oh putain, miracle! Alors ok, je viens peut-être de vous perdre un peu. Les fishnets, ça sert à faire le multi une fois la game lancée. Le truc d'avant, le wrapper, c'est toute la partie avant de lancer une game. Ça sert à manipuler Steam, donc les lobbies, les pseudos, les photos de profil, lancer une game, etc. Donc on rajoute tout ça au jeu, on met en place un système de regroupement, donc un vieux lobby avec 2 boutons, on build et on envoie sur Steam. Et pour faire le test, je vais avoir besoin d'un autre PC. Parce que malheureusement, on peut pas lancer Steam 2 fois sur le même ordi, je sais pas pourquoi, et donc du coup, va falloir un autre ordi. Et hop, on est 2. Bon là, je vois pas l'autre joueur bouger et c'est normal parce qu'on n'a pas synchronisé leur position. Genre certes, de mon point de vue, je bouge, mais je peux vous assurer que sur l'autre PC, je vois ça. Et c'est normal, parce que c'est pas parce que le jeu est multi maintenant que tout fonctionne direct. J'ai juste mis en place une espèce de passerelle entre les joueurs et maintenant il faut l'utiliser pour faire circuler les infos dont on a besoin. Pour les mouvements, par exemple, on va envoyer en continu la position de chaque joueur. Et en vrai, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment tout ça fonctionne. Donc prenons un exemple d'un jeu qui se joue à 3. Alors les 3, ils font tous tourner le même jeu sur leur PC et ils sont tous connectés au même serveur. Le but, c'est que si je bouge à un endroit, ma position, elle est envoyée à intervalles réguliers au serveur. Et celui-ci la redistribue aux autres joueurs qui se disent ok, ce joueur a bougé à cet endroit, donc sur mon programme, je bouge le joueur là où le serveur me l'a indiqué. Cette mise à jour, vous la faites de votre côté, du côté client. Le serveur, il vous a juste donné une indication de où vous devez replacer le joueur.
qui est maintenant important. Pour éviter qu'un serveur brûle, on limite évidemment la fréquence à laquelle il peut mettre à jour les informations. Ok, pour l'exemple, on va le dire qu'on va le limiter à 5 Hz. Donc il met à jour les infos, comme la position des joueurs, 5 fois par seconde. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si maintenant je mets ça en application sur mon jeu, pour de vrai, que j'active la synchro des positions et que je me déplace avec mon autre ordi? Comme vous pouvez le voir, le joueur se téléporte. Et je pense que vous avez compris pourquoi. C'est assez logique. Le serveur, il m'envoie des positions. Et comme il le fait que 5 fois par seconde, bah du coup, de mon point de vue, ça saccade. Pour régler le problème, on serait tenté d'augmenter cette fréquence. Alors, mettons-la à 15 et... Vous voyez que non, toujours pas. Alors à 30 peut-être. Ok, ça saccade encore un petit peu et la majorité des joueurs ont des serveurs à 30. Hein. Et pourtant, il n'y a pas ce problème. Et c'est normal, parce qu'on va le régler autrement. On va utiliser une technique qui s'appelle l'interpolation. En gros, le serveur vous dit « Ok, voici la prochaine position du joueur » et de votre côté, votre ordi va s'occuper de faire une transition fluide entre les deux. Et comme le serveur il vous envoie des positions en continu, et bah votre ordi va juste s'occuper de fluidifier le trajet. Et en appliquant cette méthode au jeu, bah on peut voir qu'il n'y a plus de problème. Bon, encore une fois, je suis un tricheur. Croyez pas que je vais m'embêter à coder tout ça alors que Fishnet fait ça à ma place. Et oui, la vérité, c'est que j'ai rien touché du tout. J'ai envie de dire, c'est même pas désactivable en fait. Je me suis vraiment plus cassé le cul à créer le problème pour vous montrer l'exemple que de le régler en fait. Mais bon, je trouve que c'est un chouette exemple et puis ça représente bien le taf d'un dev qui est de trouver des solutions quand le système a atteint ses limites. Ok, bon, revenons à ce qu'on devait faire juste avant. Attraper drapeau, lâcher drapeau. Ce qui est cool, c'est que maintenant que tout est setup, je peux directement intégrer cette action en mode multi. Cette fois-ci, je vais pas détailler le process, j'ai juste créé un script qui fait que si on clique dessus, on récupère le drapeau, et si on appuie sur espace, on le lâche. Et là, il y aura un gros problème. Problème très typique des jeux multijoueurs, donc accrochez-vous, ça va bien se passer. Problème, c'est dans le cas où deux joueurs cliquent en même temps sur le même drapeau. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer? C'est simple, regardez. Là, je clique, et avec mon autre PC, je m'applique pour essayer de cliquer en même temps, et hop, on le porte tous les deux. Ça, c'est pour une raison très simple. Si je clique sur le drapeau, je le récupère, logique, mais à cause du délai, parce que oui, une connexion, c'est pas instantané, le serveur, il a pas eu le temps de prévenir l'autre joueur que le drapeau a déjà été récupéré, du coup, il peut le choper aussi. Et pour régler ce problème, on peut faire appel à deux solutions différentes. La première, qui est la plus cracra en vrai, c'est d'attendre une confirmation du serveur. En gros, vous cliquez, pas de réaction, mais l'info part au serveur, qui celui-ci voit encore le drapeau et lui dit « Ok, tiens, il est pour toi ». D'un côté, c'est vraiment pas ergonomique, parce que la connexion est pas instantanée, je rappelle, donc elle doit faire un aller-retour, et ce délai va vous donner la sensation d'un truc vraiment pas fluide. Et d'un autre côté, ça règle le problème, parce que si vous êtes deux à cliquer en même temps, le serveur va se baser sur quel signal il a reçu en premier pour départager. À l'un, il va lui dire non, désolé frérot, t'as été trop lent, et à l'autre, il va lui dire tiens, du coup le drapeau il est pour toi. L'autre solution, celle que tous les jeux utilisent, c'est de faire un rollback. Donc en gros, vous cliquez, cette fois-ci côté client, ça réagit direct, tiens, voilà ton drapeau, et l'info, elle part au serveur. Évidemment, avant qu'il ait eu le temps de prévenir les autres joueurs qu'il a été récup, un autre joueur se précipite par exemple et il le prend aussi. Pour l'instant, il y a duplication, mais cette fois-ci, le serveur a prévu le truc. Comme pour tout à l'heure, il y a clairement un des deux signaux qu'il a reçu en premier. Il détermine que c'est ce joueur qui a clairement été le plus rapide, et du coup, il va envoyer l'ordre au retardataire d'annuler son action. Il lui retire, il le fait, rollback. Alors certes, se manger un rollback, c'est pas super sexy, mais en vrai, réfléchissez 2 minutes. Est-ce qu'il vaut mieux adopter la solution 1, et du coup vous avez en permanence un délai sur vos actions, genre je clique, ça prend du temps, c'est pas fluide, ou alors vous mangez un rollback les rares fois où un événement tel que deux joueurs cliquent en même temps arrive? On est d'accord, c'est clairement la solution 2 la plus jolie, donc on bannit la solution 1, à moins que ce soit elle que j'ai utilisée en fait. Alors non, je suis pas teubé, je vous explique. Donc yo, bonjour, c'est moi du futur qui vous parle. À l'heure où je monte cette vidéo, le jeu il est fini et on a fait des tests. Et il se trouve que 8 dégénérés qui se précipitent en même temps sur le même drapeau, ça a de fortes chances de générer des duplications et par la même occasion des rollbacks. Après réflexion, il se trouve que les joueurs ont eu plein le cul de penser se barrer avec le drapeau alors qu'en fait ils l'ont pas. Et le truc c'est que la solution 1 provoque pas ce problème. Et certes il y a du délai, mais bon, étant donné que le jeu est pas très exigeant mécaniquement, j'ai pu à la place opter pour cette solution et ça a pas tant que ça gêné les joueurs. On verra après si des solutions encore meilleures me viennent. Mais en attendant, on va rester là-dessus. On va changer un peu d'activité. J'en ai marre de voir des capsules, donc on va changer un peu l'esthétique du personnage. Et qui dit changement d'activité dit changement de logiciel. Bienvenue sur Blender. Pour la gueule du perso, je vous avoue, je suis un peu parti en freestyle. J'ai créé une goutte d'eau à laquelle j'ai rajouté des bras et des jambes. Et vous savez quoi? C'est vraiment après, mais vraiment après avoir fini toutes les animations et tout le code du perso que je me suis rendu compte que j'ai reproduit un Luma dans Mario Galaxy. Je vous assure que je m'en suis pas rendu compte au début, De base, je voulais vraiment juste créer un perso mignon, mais je sais pas s'il restera mignon très longtemps quand les avocats de Nintendo vont débarquer chez moi pour me soulever. De toute façon, j'ai la flemme de recommencer, donc passons aux animations. Une animation de course, d'attaque, de stun, et quelques emotes pour l'esthétique.
Faire une animation sur le papier, c'est pas bien compliqué, il suffit de créer un squelette, de l'attacher au perso, et sur la timeline, je peux rajouter des points. Points qui correspondent au mouvement d'une partie du squelette. Genre, je me mets là, je mets un point. Je me mets un petit peu plus loin, j'en mets un autre, et je dis qu'à ce moment-là, le bras du perso doit être levé. Et regardez, quand je clique sur play, la transition se fait toute seule. En appliquant cette méthode partout, on peut faire une animation de course, comme je vous ai montré juste avant. Après là, pour le coup, je suis vraiment très mauvais, donc vaut mieux pas que je m'embête à vous expliquer le process, parce que de toute façon, ce sera pas la bonne méthode. Ok, rajoutons ça au jeu. Suffit juste d'importer le modèle. Ensuite, on crée un arbre qui liste toutes les animations et qui va en gros s'occuper de faire des transitions fluides entre chacune d'entre elles. Et on crée un script qui va s'occuper de les déclencher au bon moment. Et voilou. Bon, du coup, je connecte le Coupang pour voir si ça marche, et évidemment que non. Mais bon, je pense que vous connaissez la chanson maintenant, évidemment, j'ai rien fait pour que le serveur synchronise les animations entre les joueurs. Et pour ça, rien de plus simple, hein, on va faire encore appel à la magie de Fishnet. Regardez, on va speedrun le problème, hein, c'est-à-dire que je clique sur deux trucs, et hop, c'est bon, le problème il est réglé. Maintenant, on va un peu embellir tout ça. Je vais créer un effet de pas quand le perso marche. Je veux aussi que quand on survole le perso, il apparaît en surbrillance, comme ça ce sera pratique pour les interactions après. Et je vais rajouter une fonction qui va faire apparaître le pseudo Steam du joueur quand vous allez le survoler avec la souris. Et maintenant qu'esthétiquement ça va mieux, je peux rajouter le stun. Donc pareil, je fais un petit script qui fait en sorte que si je clique gauche le joueur qui porte un drapeau, ça va lui foncer dessus automatiquement et puis ça va lui faire drop le drapeau. Je mets quand même une limite de distance et je rajoute un délai que je vais représenter par un cercle qui se remplit autour de la souris. Et en vrai, j'ai encore envie de repasser un petit coup sur l'esthétique. Donc au moment du stun, une petite explosion de gouttes, tout ça géré par des particules, des petites étoiles au-dessus de la tête et un effet de clignotement sur le perso. Et pour donner un côté un peu dynamique, je vais rajouter un effet de texte à l'écran. Et si c'est vous qui vous faites stun, vous aurez un effet de vignette rouge qui clignote sur les bords de l'écran. J'en profite aussi pour ajouter une autre fonctionnalité, la fatigue. Donc petit script qui va s'occuper de ralentir le personnage s'il porte le drapeau pendant trop longtemps, et pour l'effet de fatigue, j'ai recyclé. J'ai pris l'explosion d'avant et puis je l'ai adapté pour ce truc. Je vais profiter pour ajouter un peu de sound design aussi, donc marcher, stun et tout le nécessaire. Et je vous avoue que je suis pas mécontent de mon travail en vrai. Ok, maintenant la map. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, je suis trop nul en modélisation. Et je vais pas vous mentir, c'est tellement dur d'apprendre ça de zéro que en vrai je pense que je vais garder ce terrain. Parce que tant que le jeu fonctionne, en vrai c'est le principal. Après, je me suis quand même donné 1 an. Donc bon, est-ce que je me devrais pas d'essayer quelque chose ? Ok, ça fait longtemps. Bon, pas pour vous évidemment, la magie du montage. Bref, plusieurs explications sur ce que j'ai fait ces derniers mois. Bon, déjà pour commencer à apprendre la modélisation, vous avez vu un timelapse, mais je pense que vous avez pas idée du nombre de fois où j'ai recommencé. Ensuite, le concept de la map, c'est assez simple en vrai. J'ai voulu faire un truc de facilement modifiable, et pour ça, rien de mieux que des tiles. Ou carrelage en français. En gros, ça consiste à créer des parcelles de map et de les assembler entre elles. Et ça va me permettre 2 trucs cool. Déjà, de créer un système de génération procédurale, ce qui va permettre de diversifier les games. Bon, vous le verrez pas dans cette vidéo malheureusement, parce que je me le garde pour une prochaine mise à jour. Et je l'ai fait aussi parce que c'est plutôt facile à rendre joli. Parce qu'il suffit, comme je vous ai montré avant, de créer quelques modèles différents, et ensuite, le fait de les assembler les uns aux autres, c'est ça qui va faire tout son charme. Aussi, je vais passer en revue un peu toutes les petites techniques graphiques que j'ai utilisées. Bon, déjà, sans parler modèle, commençons par la lumière. Je décide de passer par des ondes un petit peu moins agressives. Merci. Et ensuite, on va rajouter du post-processing. Ce truc, en gros, c'est un espèce d'effet visuel qui est rajouté après le rendu de toute la partie 3D. Vous voyez ça comme un filtre, en gros. L'effet le plus connu, c'est le bloom. Regardez, ça permet de rajouter de la brillance au jeu. Ce que ça fait, c'est que ça va prendre les parties claires de l'image et ça va les faire déborder sur le reste. Et c'est ça qui va donner cet effet éclatant, on va dire. Après, alors c'est vraiment mes goûts à moi, mais j'ai rajouté du split toning. Et ça, en gros, ça permet de séparer le clair du sombre, et du coup, ça va atténuer un petit peu l'effet trop lumineux que le bloom produit à lui tout seul.
Ensuite, côté 3D, il y a tous les éléments de déco de base qui bougent pas, et ceux sur lesquels j'ai mis un peu plus de taf, genre les arbres. Comme le perso, l'arbre il a un squelette, et ça permet de le faire bouger. Bouger pourquoi? Pour le vent. Le vent, justement, c'est géré par un script qui va en gros s'occuper de récupérer les parties supérieures de chaque arbre et il va les faire onduler. Je trouve ça intéressant de gérer ça par script plutôt que de faire une animation sur Blender, justement parce que par script, je peux utiliser des valeurs aléatoires. Maintenant, au niveau des effets, je vais rajouter 2 trucs. Un effet de particules sur toute la map qui va simuler le vent, et un effet de particules sur chaque arbre qui va dégager des feuilles comme ça. Pour le côté organique, je mets des papillons, et je rajoute un deuxième effet de particules sur toute la map qui va simuler des lucioles, je suppose. Au niveau des buissons, alors j'ai mis un petit peu plus de travail dedans, mais en vrai c'est normal, parce qu'ils font partie du gameplay. Si on rentre dedans, déjà ça fait des effets, donc comme les arbres, mouvements, particules, etc. Et au niveau du code, en gros, rentrer à l'intérieur va vous rendre invisible du point de vue des autres joueurs, avec un petit logo indicateur. Les bordures de la map, c'est encore une fois des particules, et cette fois-ci j'ai essayé de donner un petit côté barrière magique un peu. Et j'ai étendu la map pour que si on va au bord, les tiles comblent le reste de l'écran. Maintenant, avec cette map, ce qui est bien, c'est que je sais à peu près ce que je vais faire niveau DA. Genre je sais pas ce que vous en pensez, mais perso je trouve qu'il y a un petit côté jardin à tout ça, et ça va m'inspirer pour trouver le logo et le nom du jeu. Donc attention les yeux, transition. Alors je sais, le nom je me suis pas trop foulé. Et le logo, je vais être honnête, il a été généré par IA. Alors, c'est vrai que j'aurais pu tout faire maison, mais le logo j'ai pris cette décision pour 2 raisons. De 1, alors j'ai aucune notion de graphisme, et je vous avoue que j'ai pas envie d'apprendre parce que ça me passionne pas assez pour me donner la motivation. Et de 2, parce que le logo il va apparaître partout sur Steam, ça va être un des facteurs pour lesquels le joueur va être attiré. Donc il a intérêt à être propre. Alors bon, ok, je sais que les images générées par IA aujourd'hui elles se ressemblent un peu toutes, et c'est pour ça que j'ai quand même fait l'effort de créer un croquis, et après j'ai demandé à ChatGPT de se baser dessus. Et franchement, avec du recul, j'aurais jamais pu faire mieux tout seul. Donc bon, je vais pas me plaindre et je vais continuer d'avancer sur le reste. Bon, avec tout ce bordel, je peux considérer que le jeu avance bien. Actuellement, on est à 4 mois de développement, apprentissage inclus, et avec ce qui me reste à faire, je vais largement rentrer dans mes timings. À l'heure actuelle, on a setup toute la base du jeu avec les interactions principales, on a mis en place le multi via Steam, et on a bien entamé l'esthétique. Mais si je vous fais un récapitulatif du déroulé de cette aventure, c'est forcément qu'un truc à la con va perturber la suite des événements. À l'heure actuelle, j'ai un taf. Ma routine de vie, c'est travailler, rentrer chez moi et travailler. C'est beaucoup, mais bon, vous inquiétez pas, déjà je fais des pauses et surtout, j'ai pas vraiment le choix. Faut bien se loger, se nourrir, etc. C'est donc, je pense, le meilleur moment, en plein développement de mes projets d'avenir, pour que je perdre mon taf. Alors oui, c'est bien réel, c'est pète couille que ça m'arrive maintenant, mais c'est la réalité de la vie. L'entreprise dans laquelle je bosse a fermé et maintenant je me retrouve au chômage. Les mois de travail devant moi vont donc devoir s'écourter, premièrement. Et de 2, je me dis que c'est l'occasion parfaite de réussir avec ce projet. Peu importe où ça va me mener, je vais tenter ma chance parce que j'ai du temps pour travailler. Et je rêve de sortir ce jeu depuis bien avant que je commence à le faire. La seule différence maintenant, c'est que les conditions actuelles font que ce projet, c'est, pour de vrai, cette fois-ci, la quête principale dont j'ai parlé au début de la vidéo. Maintenant, plus de retour en arrière, va falloir aller au bout du truc. Et après, ce sera le moment de vérité. Est-ce que je vais vivre de ma passion ? Ok, les beaux discours c'est bien, mais il reste encore du travail. Alors essayons de mettre en place le système de points. Je pense que vous avez remarqué, mais j'ai barricadé les 4 coins de la map, parce que ça va être les bases des joueurs. Et du coup, dans ces bases, faut bien mettre un truc dans lequel placer les drapeaux. Et je me disais, en vrai, pourquoi pas coller au thème du jeu ? Je suis pas obligé de faire des drapeaux, il y a plus original à faire. Puisque le thème c'est jardin, en vrai, pourquoi pas mettre des pots de fleurs ? Et dedans, à la place des drapeaux, on met des engrais. Et ça fait grandir une fleur petit à petit. Et je suis plutôt convaincu de l'idée, donc on va pas perdre plus de temps que ça, et direction Blender. On va donc modéliser notre pot de fleurs. On reste quand même sur un design assez simple. Et pour la fleur, on crée 5 niveaux différents, parce que comme j'ai dit plus tôt, la win condition c'est 5 drapeaux. Je rajoute aussi le petit engrais, et ouais, je sais, il est dégueulasse. Mais bon, vous inquiétez pas, il prendra pas trop de place sur l'écran. Bon, on exporte tout ça et on le rajoute au jeu. Pour les pots, comme c'est interactif, je mets le même contour que pour les joueurs. Est-ce que vous vous demandez pas comment on fait pour faire un contour ? Parce que moi au début je me suis posé la question. Alors c'est vrai, peu importe comment je regarde l'objet, comment c'est possible que la ligne se trace parfaitement autour comme ça ? Le truc qui est cool dans le dev, c'est qu'il faut toujours trouver un moyen de tricher. Et le secret là-dedans, c'est que c'est pas vraiment un contour qui est tracé. Ok, voici un matériau un peu spécial. Il a la particularité de pas du tout réfléchir la lumière. Il est d'une couleur et c'est tout. Pour le créer, c'est super simple, c'est 2 clics. Et ça, c'est une bonne base pour notre contour. Parce que si je mets ce matériau sur un pot de fleurs, que je le rends un peu plus gros et que je le place derrière comme ça, vous voyez que ça fait sens. Mais là, je pense que vous voyez la douille. Si je bouge l'angle de la caméra, la magie disparaît. Ok, on va améliorer cette solution. Ça, c'est un matériau encore plus spécial. Il a les mêmes propriétés de base au niveau de la lumière. Bon, cette fois-ci, il a nécessité un peu de code. Et si je l'applique au pot de fleurs, regardez comment il se comporte.
Si je place un cube derrière lui, vous voyez qu'à la caméra, le cube, je le vois encore. Et genre, s'il est assez gros, là, carrément, le pot de fleurs, il disparaît. Ça, c'est parce que ce matériau, il est codé pour être rendu en dernier au niveau de la caméra. C'est possible parce que, dans un moteur graphique, on peut faire absolument n'importe quoi avec les règles de la physique. Et du coup, si je prends ce pot de fleurs, que je le rends un peu plus gros que l'original et que je le superpose dessus, vous voyez que comme il est rendu toujours derrière, il y a que les bords qui apparaissent. Et là, on a l'effet qu'on veut. Pas mal, non? Voilà, vous savez comment on fait un contour, j'avais juste envie de vous expliquer ça. Bon, on a des nouveaux assets du coup. On remplace le drapeau qui était jusque-là un vieux cube et on met notre engrais. Je rajoute quelques effets, un peu de lumière, un peu de particules. Comme ça fait qu'il est toujours trouvable, même si un petit malin le planque dans un buisson. Et les pots, je les place dans chaque coin de la map. Ensuite, le but, c'est que si je ramène un engrais dans le pot, la fleur grandit petit à petit. Donc je code tout ça, je rajoute quelques effets de tremblement et d'animation pour faire une belle transition entre deux niveaux. Je rajoute aussi une fonction qui permet de détruire la fleur avec le même taf niveau visuel. Ok, vous venez de voir que la fleur est passée dorée. Ça, en fait, c'est une variante que j'ai créée pour protéger votre base. Pour éviter de vous faire raid à répétition, cette version dorée, elle est indestructible. Ça veut dire qu'on peut vous faire régresser de 1 niveau maximum. Et pour protéger votre base d'un raid, suffit de stun le joueur qui détruit votre base. En récompense, votre fleur passera aussi dorée, mais cette fois-ci sans perdre sa progression. Bon, par contre, votre fleur, elle redevient normale si vous ramenez un nouvel engrais. Je crée aussi une variante de l'engrais qui est dorée et qui fera pousser votre fleur en doré du coup. Il apparaîtra sous certaines conditions et évidemment il est un peu plus rare. Je rajoute aussi 4 variantes de couleurs pour les persos qui correspondra aussi à la couleur de votre pot de fleurs et celle de votre équipe accessoirement. Et je rajoute un overlay au sol qui indique où est votre base quand vous vous éloignez un petit peu trop. Et maintenant, partie fun, les sorts. Bon, vous vous rappelez qu'il y en a 4. Je vais créer des classes dans des futures mises à jour mais pour l'instant on va tester avec ceux-là. Ok, donc premier sort, le stun mais à distance. Hop, petit retour sur Blender. On va créer un point, jusque là très simple, et on l'importe sur Unity. On va ensuite le travailler pour qu'il soit translucide et qu'il corresponde à la couleur de votre perso, pour pas qu'on les confonde. Vous connaissez la chanson, je rajoute des particules et des effets sonores, et je crée un script pour que quand il est dispo, je le fais tournoyer autour du perso. Ça va vous permettre de savoir s'il est dispo, déjà, bon. De toute façon, ce sera codé dans un overlay, il y aura une barre de chargement pour les spells, mais le fait que vous regardez tout le temps votre perso, si je mets cet indicateur autour, vous serez beaucoup plus concentré dessus. Et de deux, votre allié verra aussi quel sort vous avez sélectionné. Je code une première partie overlay qui va vous indiquer la direction de votre tir, et une deuxième partie qui s'occupe de synchroniser le tir sur le serveur. Et avec ça, et un petit peu de sound design, étant donné qu'il commençait à y avoir plusieurs actions possibles en simultané, j'ai peur qu'à 8 joueurs, les stuns déclenchent quelques conneries, comme se coincer dans les murs par exemple. Par sécurité, j'ajoute un script qui détecte si vous êtes dans un mur, tire 4 rayons dans chaque direction et vous éjecte du côté où c'est le plus court. Comme ça, en cas de souci, il y aura un petit backup. Sort suivant, c'est celui pour attraper le drapeau à distance. On va créer une main ouverte et on va faire un petit peu de copier-coller. En vrai, celui-là, il m'a pas pris beaucoup de temps. Ensuite, il y a le speed boost, donc côté effet, on va faire des petites bulles, rien de plus simple. Et le flash, qui lui a quand même une limite de distance. Je vais rajouter une mécanique qui n'est pas un sort, mais qui est essentielle à votre coordination. Toutes les 10 secondes, vous pourrez vous TP à votre allié. Donc pareil, script, effet, particules. Et ce truc, ça va servir à suivre votre allié s'il utilise un sort de mobilité. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir combiner les sorts. Et si vous êtes obligé de flash pour suivre votre allié qui a lui aussi flash, je trouve ça un peu bête. Et vous voyez le temps de recharge de votre TP au sol. Maintenant, on peut faire un cycle jour-nuit, donc script pour gérer la lumière et faire la transition entre les deux périodes. Pendant la nuit, les autres joueurs sont invisibles et vous pouvez pas interagir avec l'engrais. Lors de cette période, il y aura 2 engrais qui vont spawn et de temps en temps un seul, doré, en plein milieu de la map. On l'a dit, la nuit c'est uniquement pour se préparer et en parlant de se préparer, je vais rajouter les outils nécessaires à la com. Donc un chat vocal et un chat écrit. Le chat vocal il sera privé pendant les rounds et public entre deux. Comme ça on peut s'insulter au calme. Bon, si vous tombez sur un joueur un petit peu casse-couille, j'ai quand même pris soin de coder un truc pour que vous puissiez les mute. Vous appuyez sur tab et puis voilà. Je mets un overlay pour afficher les pseudos sur le côté et un overlay pour le chat. Aussi important, j'ai codé un système de ping. Donc ça fait apparaître une espèce de petit truc rouge. Vous appuyez sur le clic milieu. Bon, vous pourrez changer les touches. Et voilà. Et pour le fun, si vous appuyez sur R, vous écrivez n'importe quoi, vous faites entrer, vous pourrez taguer un message au sol. Le message sera anonyme, personne ne saura que c'est vous qui l'avez écrit. Et du coup, je trouve ça un peu drôle en vrai. C'est vraiment un truc à la con, mais j'aime bien. Bon, alors, très bien, quand on lance une game, on apparaît tous sur la map. Et il y a un petit timer le temps que ça se lance. Mais je trouve que, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque quand même d'une petite intro, donc
Du coup, vous souhaitez Bonsoir. Hola, hola. Voilà. Et étant donné que presque tout est setup côté gameplay, il est temps d'intégrer le reste de l'overlay. Donc les boutons pour les spells, sélectionnables à la souris ou avec les touches, une barre de recharge, et des indicateurs pour savoir où en sont les autres teams. Si leur fleur est dorée, ça apparaît en doré comme ça. Maintenant, voici les petites subtilités du gameplay. Vous récupérez qu'un seul spell par jour. Si vous stunnez un ennemi qui porte le fertilisant sans utiliser un sort, vous récupérez une recharge. Si vous aviez un sort de prêt au moment de la nuit, vous le gardez et il sera prêt à tirer direct dès que le jour arrive. Comme je vous ai dit, il y a un délai sur le stun, mais c'est un délai que vous pouvez reset si vous récupérez l'engrais. J'ajoute un écran de fin si vous gagnez la game. Et je setup toute la partie menu. Alors sachez que ça m'a pris beaucoup de temps, notamment les settings. Mais je vous épargne les explications parce que, en fait, il n'y a rien à dire. Hein. C'est chiant, mais faut le faire. C'est vraiment le résumé. Bon, ok, j'ai mis quelques effets sur les boutons. Si vous créez un lobby, ça ressemble à ça. Vous pouvez grouper vos potes. Vous pouvez rechercher un lobby. Si vous mettez rien, ça vous affiche les 50 premiers. Sinon, vous pouvez filtrer par nom et par distance. Au passage, je sais que des fois, c'est difficile de réunir 8 joueurs. J'ai donc rajouté un mode à 6 et à 4, sur des maps un peu plus petites à chaque fois. Et la dernière partie, avant de passer au test, c'est la musique du menu. Alors peut-être du coup la seule fois où j'ai fait appel à quelqu'un, mais la musique en vrai, j'y tiens, je veux qu'elle soit propre au jeu. Et par chance, j'ai un pote qui connaît quelqu'un et qui fait des musiques, donc il me l'a présenté. Et ce gars que je connais pas, qui fait payer normalement ses prestats 50 balles, ce qui est normal pour des musiques, en plus j'ai vu ce qu'il fait, c'est vraiment donné 50 balles. Il a kiffé le jeu et donc il m'a dit tiens, c'est gratuit. Écoute, super, encore merci mon gars. T'inquiète pas, j'ai bien pris soin de mettre ton pseudo dans les crédits du jeu. Et maintenant, tout est prêt, donc je pense que vous connaissez la suite. C'est non, bon, mais franchement, j'ai si je pouvais vous créé faire un entendre, lobby. ce sera. Ok, tout le monde est team up, tout le monde est prêt. C'est qui ready? Tu sais pas ce que tu viens de créer, mec. Ouais, d'ailleurs, Elle est où ma graine? Oui, vas-y. oh oui. Oh, il sait. Attends, quelqu'un l'a rapatrié au milieu? Non, tu Oui, parce que Oui. je l'ai. Je vois pas de quoi tu parles, je suis innocent. Ok, super. Oh le C'est bon, bâtard, oh le... Oh Hop là. fils de pute, mais Oui, c'est oui, l'orgie, attends. l'affaire. Oui. non, Dégage. Ils ont pris tellement d'avance, ces enculés. Les rouges, c'est moche. Oh, je vais toucher de si loin. Ouais, tu m'as touché. Ah, rien. Ok. Oh, j'ai vu des petites salopes dans ma vie, mais toi, t'es un spécimen, Oui, Mais non, mais la let's drop go, pas. let's Ah, merde, go, non, c'est non, bon. non, Parce que quand on est le bouton. Let's go, on est des génies, frère. Lolo. Oui. Oh, Vas-y, baby. TP, enculé. Et puis rien du tout. Oh le bâtard. Oh le C'est que oh non. Mon punch n'a pas de Allez, save, quel... On a entendu, ça passe? À lâcher nickel. Ah non. Non. Ah, dommage, ils ont win. Oh là là, tellement mérité. Et ouais, mec, on les a baisés. GG. Ah ouais. GG. Ah ouais. Putain, mais vraiment, à un moment, la petite. Mec, la petite. Ok, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à télécharger le jeu et à le tester avec vos potes. Il est complètement gratuit. Je mettrai un lien dans la description vers mon Discord. Vous pourrez suivre l'actualité du jeu ou tout simplement donner vos feedbacks. Je suis preneur. Sachez que j'ai probablement pas fini avec YouTube, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne. J'ai probablement d'autres choses à raconter. Déjà, je vais faire une mise à jour sur mon jeu, donc il y aura certainement une vidéo dessus. Et puis voilà, parce qu'il y a aussi d'autres projets. Dont j'aimerais bien vous parler, quoi.